Je suis un militant. Un militant de la cause culturelle et de la cause humaine. Vous voyez? Et depuis longtemps, puisque je vais quitter le Sénat en septembre prochain, et ça fera 50 ans que j'ai été élu pour la première fois comme maire adjoint à la culture et à l'éducation nationale à Aubervilliers. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment vivre si on n'a pas une attache avec l'une ou l'autre dimension de la culture. Et on le voit bien d'ailleurs, on le voit bien. Le Noir de Stendhal, pour moi, c'est un roman total. Dans ma vie, il a joué, y compris dans ma vie privée, un rôle énorme. Des fois, ça fait sourire ce que je dis, mais oui, je suis amoureux de Mme de Rênal. Là, j'ai donné des pages où Julien Sorel prend sa main, comment elle la retire, puis comment elle la relaisse prendre. Et le lendemain, c'est elle qui prend. Et là, il y a un jeu de main qui n'est pas un jeu de vilain, il y a un jeu de caresse qui est extraordinaire, extraordinaire. Je ne connais rien de plus beau que cette façon d'être. Il y a un autre mot, un mot-clé, c'est la dignité. Je prends un exemple, comme je vais parler un peu du travail et des pauvres. Il y a des gens qui considèrent, comment dirais-je, le pauvre dans l'homme. Moi, je considère toujours l'homme dans le pauvre. Parce que si vous considérez le pauvre dans l'homme, vous essayez de corriger sa pauvreté, enfin d'y partager, mais vous laissez l'homme échapper. Or, ce qui est essentiel, c'est l'homme. Je disais toujours à un journaliste qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Yves Mourouzi, ce qu'il me disait toujours, quand il m'interviewait, mais vous avez l'air équilibré. D'ailleurs, je ne comprenais pas toujours, mais vous avez l'air équilibré. Mais j'ai bien vu ce qu'il voulait dire. Alors je lui ai dit, mais Yves Mourouzi, il y a un vrai problème chez moi, tout simple. J'ai deux mains, comme vous. Il y en a une qui est chez les artistes et l'autre qui est chez les ouvriers. Et si une ou l'autre se distend de ceux à qui elle a été tendue, vers qui elle a été tendue, eh bien, je boite, et j'aime pas boiter. Voilà, mais j'ai besoin de ces deux familles-là. Vraiment, j'ai besoin. J'ai besoin. Ben, elles pourraient l'être, mais malheureusement, elles sont, je parle des gouvernements, sensibles aux grandes affaires. Et comme vous le savez, j'ai, avec tant d'autres, créé et animé les États généraux de la culture, et je me souviens, dans la déclaration des droits, que nous avions voté dans un zénith à 7000 personnes, quand même, et 3000 étant restés dehors, en novembre 87, dans cette déclaration des droits, une des phrases capitales, à mon sens, c'était « Quand un peuple abandonne son imaginaire aux grandes affaires, il se condamne à des libertés précaires ». Et on le voit aujourd'hui avec les accords bilatéraux, qui remettent en cause, y compris la diversité culturelle. Puisque pour le cinéma, maintenant, on voit que c'est la division commerce, c'est-à-dire la division grandes affaires, qui ose imposer son point de vue aux affaires culturelles, puisque toujours le culturel est second par rapport aux commerçants. Il y a donc, en France, il y a une politique qui mérite d'être combattue, et combattue avec beaucoup de fermeté. Autrement, on verra aboutir, c'est largement commencé d'ailleurs, que l'esprit des grandes affaires l'emporte sur les affaires de l'esprit. Et ça, ce serait un drame, ce serait une absence de fidélité à une tradition qui est phosphorescente, mais qui a bien besoin de tous ses amis pour perdurer. Connu Lucien Bonafé, à qui je pense souvent en ces circonstances, il répétait inlassablement
qu'une politique se juge au sort qu'elle réserve à la maladie mentale. On savait, mais maintenant il n'y a plus de doute. Oui, et dramatiquement, pour quiconque a un déchirement de conduite, dont le discours hoquette et s'égare, dont la conscience rencontre de grands gouffres, le texte honteusement voté est dénégateur de décence et d'humanité. On veut, en haut lieu, substituer à votre liberté de recherche, d'expérience dialogique avec le patient, une norme inspirée d'un mensonge boursouflé, le risque zéro. Comment ne pas voir, ne pas entendre les malaises qui se répandent chez ceux qui s'entêtent à travailler correctement et récusent la contrainte du ni fait ni à faire. Les souffrances qui entament ceux à qui une partie ou plus de leurs activités est empêchée. Enfin, votre colère de ne pas retrouver votre métier dans ce que vous faites. L'organisation qu'on vous impose est trop petite pour l'objet infiniment humain de votre travail, qui a besoin de crédit, de temps, de liberté, de respect, de négociation, de transparence. Le clan sarkozien vient de se fabriquer une grande tondeuse d'humanité et de liberté. C'est la norme reine. C'est l'individualité méprisée et submergée par des comptes, statistiques, chiffres, calculs et performances qui marchandisent le travail, qui marchandisent la vie. J'ai travaillé à l'Humanité Dimanche. Pendant 12 ans, j'ai fait la rubrique de télévision, puis après 7 ans, le cahier culture. Donc l'humanité, la culture et moi, c'est une mêlée tout à fait sympathique et qui m'est restée. Ensuite, je l'ai vendu comme CDH de l'âge de 20 ans à l'âge de 35 ans, tous les dimanches. Et c'est un des beaux souvenirs de ma vie, parce que c'était un lien avec les experts quotidiens, comme j'appelle les gens qui n'ont pas de responsabilité sur une carte de visite, mais qui ont la responsabilité d'être hommes et d'être femmes. Et puis enfin, c'est que ce journal, fondé par Jaurès, qui a joué un tel rôle depuis 100 ans, eh bien aujourd'hui il continue à jouer ce rôle. Malheureusement, son lectorat n'est pas d'une importance très grande, mais quand même, il y a un certain nombre d'idées qui ne sont défendues que par ce journal. Et de le sentir atteint et en difficulté, ça fait mal, parce que le pluralisme français a dedans, même si le communisme n'a que 3,38% au suffrage, la mémoire communiste est très grande. Eh bien, ça compte. Et cette chose, si on y porte atteinte, on éteint une lumière. Et on a besoin de toutes les lumières, même des petites ampoules. Je vois Robert Badinter et Pierre Mauroy étaient là tout à l'heure, au gouvernement en 82. Mais je lis dans les journaux tous les jours combien le gouvernement actuel se dispute, comment dirais-je, invente des choses, recours à ceci, recours à cela. Mais si vous saviez la joie, tu peux en témoigner Robert, hein, la joie qu'on avait dans ce gouvernement quand on l'a voté, quand on l'a proposé le vote des 60 ans. Aussi bien à l'Assemblée nationale qu'ici. On est quelques-uns, on était sur le banc des ministres. Il y avait une opposition, mais elle n'osait pas frontalement nous attaquer parce qu'on parlait de la vie des hommes et des femmes qui font la richesse de ce pays. Et c'est cela ce soir qu'on brade, c'est ça ce soir qu'on détruit. Non mais c'est vrai, mais même pour l'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas le sou. Mais à la Libération, quand la retraite a été, et la sécurité sociale a été instituée dans la forme et qu'elle a et qui est menacée, il y avait le sou. Il y avait une France beaucoup détruite, des misères incommensurables. Et malgré ça, quand il y a volonté politique,
On trouve les sous. Ils sont quelque part, n'est-ce pas? Ils sont quelque part. Et Badinter opinait du bonnet à chaque fois, parce que c'est vrai. Vous voyez, c'est vrai. J'ai aussi traité d'une autre question, ça n'est pas... J'ai fait 2 ou 3 interventions. C'est sur la notion du travail. Dans ce pays, on ne sait plus parler du travail. Vous voyez, on ne sait plus. Alors on compte, heureusement, mais c'est malheureux d'être obligé de compter des suicides. Mais s'il y a des suicides, c'est pas que les ouvriers ou les cadres, parce que ça va sur la totalité de l'éventail professionnel, sont malades. C'est le travail qui est malade. Parce qu'il est soumis à des managers, hein, à la recherche de l'excellence, comme on dit. C'est beau l'excellence, mais par quelle route on y va? La performance surtout qu'ils recherchent. Et là, vous voyez les gens blessés profondément. Et je pense à comment dirais-je, un philosophe, là, Legendre, il dit qu'un homme imagine comme il respire, vous voyez. Eh bien, actuellement, on respire mal au travail. Et la crainte que j'ai, moi, c'est que les gens croient que respirant mal au travail, ils vont mieux respirer dans le temps libre. Ben non, ça se transmet. C'est-à-dire que c'est la vie qui est mise en cause. Dans la rue devenue nouvel espace public, la greffe parle comme une insurrection mentale d'humanité. La greffe parle et récuse les solutions régressives, libérales et étatistes. La greffe parle, elle est le peuple dans sa dignité, sa diversité, sa responsabilité. La greffe parle, pose des questions humaines plus profondes encore que les revendications déclarées et réclame tout simplement la vie. Ben, c'était en pleine grande tourmente, là. Et quand je vois ce que je disais, il y a une ouvrière qui l'a vraiment condensé quand elle a dit, au gré d'une interview d'un journaliste, que tant que l'argent dominera le monde, hein, nous en manquerons. Et je crois que c'est ça la grande question. Elle existait ce jour-là, elle continue d'exister et dans une ampleur bien plus grande actuellement. Mais malheureusement, et j'espère provisoirement, c'est l'argent qui dirige, l'argent caché et l'argent visible, et ils n'ont aucune commisération, aucune. Ben, l'enjeu, c'était que M. Juppé veuille bien rentrer son projet destructeur, quoi. Et on a gagné. Enfin, quand je dis on, parce que je me mets dans ceux qui se battaient, mais ils ont gagné. Ce qui fait que c'est toujours possible. C'est complexe, mais c'est toujours possible.